Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Je ne vous cache pas que quand j'ai eu cette demande de participer à cette séquence, j'étais un peu surpris qu'on vienne me chercher pour parler de violence. Je ne suis ni psychiatre, ni psychologue, ni aumônier, ni travailleur social, ni philosophe. Et donc je ne m'étais jamais posé la question de ce que nous faisons au quotidien, vous, nous, à la Fondation, à travers le prisme de la violence. Donc je me suis dit, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Et puis on a discuté du pourquoi le cercle Précarité s'était penché sur cette question, pourquoi cette matinée. Et puis je me suis dit, oui, effectivement, ça fait assez écho à certains égards à ce que nous, on fait à la Fondation, on vit à la Fondation, ce que l'on voit à la Fondation. Peut-être quelques mots sur la Fondation, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une fondation reconnue d'utilité publique, c'est l'ex-Fondation Abbé Pierre, dont on a changé le nom pour les raisons que vous connaissez, des raisons de violence. Donc désormais, Fondation pour le logement des défavorisés. C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a une particularité, c'est qu'elle recueille donc des dons, de la générosité du public, et elle va les reverser aux associations. Donc les fonds que nous générons ne sont pas pour faire grossir la fondation, mais mettre au service des associations qui luttent contre le mal logement. Et on finance à peu près 800 projets par an, portés par 500 associations dans le domaine de la lutte contre le mal logement. Donc on a un espace aussi, à partir de ce soutien à l'action, comme on dit, de ces financements, d'observation qui est assez précieux, et d'échange avec le secteur associatif que l'on soutient. Et puis il y a un autre versant de l'activité de la Fondation, c'est la connaissance, l'analyse, l'observation et le plaidoyer, pour reprendre ton expression. Et donc ça fait partie de nos gènes que d'essayer de comprendre, c'est-à-dire pas simplement réparer les souffrances, mais aussi essayer de comprendre ce qui les provoque en amont, ce qui est fondamental, je crois, dans ce qui a été dit par Marc de Bonnechosse à l'instant, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe pour être force de proposition aussi, parfois empêcheur de tourner en rond, et parfois aussi dans une relation un peu dure avec les pouvoirs publics. C'est l'essentiel, moi, de mon activité, en fait, d'être dans la relation avec les politiques publiques, pour les faire avancer, repérer les bonnes pratiques, évaluer les choix économiques, politiques qui sont faits sur le front de la lutte contre le mal logement, la lutte contre les exclusions. Et donc c'est un peu particulier parce que ça fait vraiment partie de notre métier. Donc on a un service études, on est outillé pour ça et on publie un rapport chaque année que je vous invite à aller regarder sur notre site, il est accessible si toutefois ça vous intéressait. Ce que je vous propose, c'est de construire cette intervention avant d'avoir un long temps de dialogue, c'est ce qu'on s'était dit, et moi c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir interagir avec vous. Peut-être quelques mots quand même sur la situation du mal logement en France. Rapidement aussi, comment moi j'ai réfléchi aux violences que j'avais pu constater dans le domaine de l'hébergement et du logement depuis toutes ces années où je gravite dans ce secteur, dans cette tentative de réponse aux personnes en souffrance. Voir aussi ce qui a évolué, c'est ce qui était demandé aussi depuis une dizaine, quinzaine d'années, et en quoi elle contribue à davantage de souffrance et parfois de violence, mais aussi les raisons d'espérer. Et comment on peut mener le combat aujourd'hui dans le combat pour plus de dignité humaine, j'emploie le mot combat, mais parce que mais c'est pour la dignité humaine, pour l'égalité, pour la justice. Dans ce moment qui est brouillé à bien des égards, et vous le savez aussi bien que moi. Je pense que c'est d'abord important de commencer par quelques mots sur la situation du mal logement, parce que ça va faire écho à beaucoup de choses que je vais dire, et donc ça nous permettra de nous raccrocher à ce contexte particulier que nous vivons aujourd'hui sur le front du logement. On est dans une situation très difficile sur le front du logement qui tient à plusieurs phénomènes que je vais rapidement évoquer. Le premier, c'est qu'on manque de logements dans beaucoup de territoires attractifs où la demande est forte parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est l'histoire urbaine du pays. Donc on manque très très fortement de logements et on n'en construit vraiment pas du tout assez. Ça fait plusieurs années qu'on est en dessous de 300 000 logements par an alors que tout le monde s'accorde, y compris l'actuel ministre du Logement, à dire qu'il en faudrait 400 000 et qu'il fut un temps où nous en produisions plutôt 450 000 par an.
Et donc à chaque fois qu'on ne construit pas assez de logements par rapport à la demande des ménages, et quand je parle de demande des ménages, c'est les séparations conjugales, c'est les jeunes qui décohabitent de chez leurs parents, c'est les personnes qui migrent en France, ce sont des logements qu'il faut démolir, des logements qui sont vétustes, etc. Donc on a depuis une dizaine d'années une très très faible production qui vient tendre les marchés du logement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements pour répondre à l'ensemble de la demande dans le pays, et vous verrez que ça a un impact assez fort. Le deuxième grand facteur, c'est la hausse des prix de l'immobilier, des coûts du logement. C'est quelque chose qu'on ne mesure pas forcément quand on est à un instant T, mais il y a eu une flambée des coûts du logement considérable depuis les années 2000. Mais quand je dis considérable, c'est des chiffres qui sont colossaux. Je ne vais pas vous brevet de chiffres, mais rien que par exemple de 2000 à 2010, on a vu doubler les prix de l'immobilier. Doubler. Mais à des endroits, c'est par 3, c'est par 4, quand c'est en moyenne. On a vu augmenter de 50% les prix des loyers. Rien que ces dernières années, on voit chaque année augmenter les charges liées à l'énergie de façon considérable. Alors que c'est essentiel, les charges. C'est un bien essentiel, les charges. L'énergie, c'est un bien essentiel, comme l'eau. Et donc, au fil du temps, au fil des décennies, ce poste logement dans le budget des ménages est devenu le premier poste de dépense des ménages. Il ne l'était pas dans les années 60-70. C'était l'alimentation, puis le logement, mais dans des proportions bien moindres. Pour vous faire une idée, si on prend la moyenne des Français, c'est à peu près 30%, tous les coûts liés au logement, tous les coûts induits. Mais pour beaucoup de personnes que vous aidez, que nous on aide, c'est 40, 50, 60, parfois 70%. Quand vous avez 30% en moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens, il y a tout le monde qui est là, il y a les riches, les ultra-riches. Donc vous imaginez ce que ça veut dire quand on a de faibles ressources, y compris quand on travaille et qu'on est payé au SMIC, dans un certain nombre de secteurs très très élevés, avec un impact très important qu'on ne mesure pas toujours bien, c'est que ces dépenses de logement, c'est ce qu'on appelle des dépenses préengagées. C'est-à-dire qu'en fait, à peine vous avez touché votre RSA, votre SMIC, vous 3 000 €, elles partent, ces dépenses. Donc après, tout ce qui reste pour arbitrer est beaucoup plus réduit. Vous voyez ce que je veux dire? Pour votre quotidien, pour vous alimenter, pour vous soigner, pour la culture, pour toute chose. Et donc, cet effet de montée en puissance du coût du logement a réduit la part arbitrable et crée des phénomènes de frustration, qui créent aussi des phénomènes de souffrance. C'est tout le hiatus qu'il y a entre des pouvoirs publics qui vous disent à des moments, mais le pouvoir d'achat, il augmente en France. Ah oui, si on prend les statistiques de l'INSEE, à l'échelle des 30 ans, il a augmenté. Mais comme les parts incompressibles de dépenses dès le premier jour du mois sont venues amputer considérablement le budget, les marges de main-d'œuvre, les souplesses, se sont réduites considérablement, créant en effet je ne peux pas m'en sortir, ou en tout cas d'être en très très grosse difficulté. Un autre phénomène qu'on connaît depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est la baisse de mobilité. Il y a beaucoup moins de mobilité dans le domaine du logement. Forcément, les gens bougent moins. Ils ne peuvent plus accéder à la propriété. Dans les années 70-80, des catégories ouvrières, des classes moyennes inférieures pouvaient accéder à la propriété. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles du marché, ça n'est pas possible. L'autre effet de baisse de mobilité, c'est les gens qui sont dans le logement social, ils restent, et je les comprends. Parce que s'il faut se confronter au marché, alors que dans le logement social, vous avez un prix qui est en dessous du marché, vous vous rendez compte que ça ne passe pas. Mais baisse de mobilité pour ceux aussi qui veulent fonder leur famille, etc. On aura l'occasion d'y revenir. L'autre phénomène, je fais un petit peu la serpe, mais c'est pour donner le cadre, c'est que, on y reviendra à plusieurs reprises, mais le cercle des victimes de la crise du logement, pour ces raisons-là notamment, et d'autres, s'est élargi. Plus de monde rencontre des difficultés de logement aujourd'hui qu'il y a 30 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 15 ans. Et ça a des effets très importants de concurrence. Pour vous donner un exemple, pour expliquer un peu simplement ce que je veux dire là, c'est que il fut un temps, dans les années 90, 95, où des logements de moyenne qualité, basse qualité, servaient d'amortisseur de crise pour les personnes fragiles, qui vivaient des choses difficiles dans leur parcours. Et donc se rabattaient vers ces logements qui n'étaient pas complètement pourris, mais qui servaient d'amortisseur de crise. Et avec l'élargissement des victimes, avec l'hausse de coût du logement, la baisse de production et l'insuffisance de logements dans le pays, on a
vu que ces logements ont été utilisés par des classes moyennes inférieures, des catégories modestes, renvoyant toujours plus loin les plus fragiles, ceux qui vivent des choses difficiles et qui se retrouvent pour beaucoup sans rien. Donc des phénomènes de concurrence qui vont aussi avoir un impact sur la relation sociale et sur le ressenti dont il était question dans l'introduction à l'instant. Et surtout, avec cet élargissement des victimes de la crise du logement, les protections sociales n'ont pas suivi du tout. C'est-à-dire que, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a construit notre modèle de protection sociale dans son ensemble, auquel participe aussi la question du logement, et on a beaucoup progressé pendant des décennies pour protéger les plus fragiles, au point que dans les années 80, on a mis en place des lois, on a voté des lois de la lutte contre l'exclusion, pour le droit au logement, consistant à dire il y a quand même des gens qui passent à travers les mailles du filet, on va aller les aider, on va aller les soutenir, donc on va développer toute une batterie d'outils qui sont créés dans les années 80-90, et dans l'espoir que plus personne ne soit sur le bord du chemin, que plus personne, par exemple, ne soit contraint de vivre à la rue. Et c'était ça l'espoir de ces décennies récentes. C'est récent à l'échelle de l'histoire humaine. Mais en fait, face à l'élargissement des personnes qui souffraient de la crise du logement, les dispositifs n'ont pas suivi, n'ont pas réussi. Alors on pourrait discuter, n'ont pas suivi ou ont coûté trop cher dans l'esprit de nos décideurs, de nos responsables politiques ou de la société française. On pourra en discuter. Je vais juste vous prendre un exemple. En 1977, sont créées les aides personnelles au logement, qui visaient justement à aider les ménages en difficulté, ou les ménages modestes, à accéder au logement ou pouvoir s'y maintenir quand ils rencontraient des difficultés. Quand on a créé ces aides au logement, vous regardez le débat parlementaire de 1977, c'était voué à disparaître. C'était pendant un temps. On va déréguler un peu le marché immobilier, et puis comme il y a des gens qui vont passer à travers les mailles du filet, on va les soutenir, on va les aider avec les APL, mais comme on va vers le progrès, on va vers l'évolution des bonnes conditions de vie pour tous, elles disparaîtront petit à petit. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au fil des années, les APL ont coûté de plus en plus cher. 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, jusqu'à 18 milliards par an. C'est énorme. Pour venir soutenir les plus fragiles. Alors, moi, je considère que c'est nécessaire. On peut discuter de ça. Mais il y a un moment, la décision publique, on peut la discuter, a dit stop. On ne peut pas suivre l'évolution du nombre de victimes de la crise du logement. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Je pourrais parler des fonds de solidarité logement, je pourrais parler du montant du RSA qui a décroché par rapport au SMIC depuis sa création, à l'époque le RMI, en 1988. Il a complètement décroché. Pour vous donner une idée, un deuxième exemple de décrochage, des aides publiques protectrices. Quand le RMI est créé en 1988, c'était 41% du SMIC. Aujourd'hui, c'est 33%. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que, il y a aussi les raisons de dire qu'il y a des feignants, il y en a qui ne se lèvent pas le matin assez tôt, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le débat public, progressivement, a fini par dire non, le RSA, ça coûte cher. Bon. Et donc, il est devenu moins protecteur, si vous voulez. Il est devenu moins protecteur pour subvenir aux besoins essentiels de la population. Bref, je ne vais pas aller plus loin, c'était juste pour vous donner les éléments de cadrage du contexte dans lequel on est. C'est vraiment un gros trait, pour raconter 40 ans, mais c'est quand même les points qui sont les plus importants pour comprendre beaucoup de choses que l'on vit, que vous vivez aujourd'hui. Un dernier point, quand même, sur ce contexte, c'est la question, vous voyez bien que le logement est devenu une source de production d'exclusion. Il peut être à l'origine d'exclusion, il peut les accélérer. Mais il est aussi une source d'inégalité de plus en plus, ce qui n'était pas le cas avant. Il est devenu une source d'inégalité parce que quand vous avez des dépenses contraintes, ce que je disais tout à l'heure, voir augmenter votre loyer de 40% quand vous avez 5 000 €, bon, vous n'êtes pas content, mais ce qui reste pour vivre est très important. Donc ça n'a pas un impact considérable. Voir augmenter les charges telles qu'on les voit augmenter depuis 3 ans, depuis même 5 ans, c'est pas très agréable, mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur votre quotidien, puisqu'il vous reste encore beaucoup. Mais quand vous avez des petites ressources, et que ce sont ces dépenses qui sont incontournables pour vivre dans de bonnes conditions, c'est énorme, et ça vient réduire d'autant plus. Donc, l'augmentation des coûts du logement est profondément inégalitaire dans ses effets. Les coûts du logement jusqu'aux charges.
Inégalitaire aussi sur la localisation des logements. Qui peut choisir son logement et où? La proximité de son lieu de travail, de son réseau de solidarité, trouver chaussure à son pied au regard des ressources que l'on a dans son portefeuille. Et puis, profondément inégalitaire aussi sur les statuts résidentiels et le patrimoine. Je vous disais tout à l'heure que des catégories de population qui, dans les années 70-80, pouvaient accéder à la propriété ne le peuvent plus aujourd'hui. Eh bien, ça creuse les inégalités entre ceux qui peuvent avoir un patrimoine, qui pourront le léguer à leurs enfants, qui vont, au moment de la retraite, pouvoir sécuriser leur passage à la retraite, et ceux qui ne le peuvent plus. Et donc là, il y a aussi un enjeu très fort. C'est d'autant plus fort que, et je termine là-dessus dans la présentation générale, que les 2/3 du patrimoine des Français est constitué d'immobilier. L'immobilier est très important. Bien sûr, il y a la bourse, bien sûr, il y a les actions, bien sûr, il y a tout ça, mais l'immobilier, c'est très fort. Et donc, c'est un vecteur, ce logement, d'exclusion, producteur d'exclusion, mais aussi d'inégalité. Venons-en maintenant au sujet, à proprement parler, concernant les violences. Moi, je me suis collé à l'exercice, suite à notre échange préparatoire. Moi, je suis plutôt sociologue, donc c'est pas un regard, je vous le disais, de psychologie ou de psychiatrie, mais j'ai essayé de lister ce que j'ai le plus entendu depuis plus de 20 ans que je suis à la Fondation et que je vois augmenter à certains égards. Devoir raconter son histoire, encore et encore, pour obtenir des aides. Je l'ai entendu, mais 500 fois. Je n'en peux plus de devoir raconter mon histoire pour pouvoir bénéficier de telle ou telle petite chose. Soutien de la nation, soutien des associations, soutien de la protection sociale. Être infantilisé, ça se recoupe, dans la relation avec les institutions, avec des établissements, parfois. Ce regard, il est très fortement perçu par les populations, nous qu'on aide, notamment les personnes sans domicile, quand on prend le temps de discuter, ou qu'on développe des actions culturelles où ils expriment, et on va essayer d'exprimer ça, parce que c'est très important que ça sorte, que ça soit écrit, que ça soit dit, vous l'avez dit. Être infantilisé, ne pas pouvoir avoir accès à un conseil, ne pas pouvoir avoir accès à son dossier, avec la CAF, avec un certain nombre d'institutions. Depuis peu, ne plus pouvoir avoir accès à une personne même, parfois, pour expliquer son histoire. Alors que son histoire, elle est singulière. Il n'y en a pas deux comme celle-ci. Je me souviens d'une rencontre, j'étais à Rouen avec des bénévoles, dans une autre association, le Secours catholique, où je faisais une conférence. Et je discutais avec les personnes bénévoles qui accompagnent les demandeurs d'asile. Et qui nous disaient qu'avec la dématérialisation, ils ne pouvaient plus expliquer l'histoire singulière. Et qu'à chaque fois qu'ils avaient eu un contact auparavant, dans son histoire de 10 ans d'accompagnement de ces publics, elle a toujours pu expliquer que monsieur, que madame, que cette famille, c'était ça qui s'était passé. Et ça ne rentre pas dans les cases aujourd'hui. Mais ça ne rentre pas dans les cases. Parce que l'histoire humaine ne rentre pas dans une case. Et donc, il y a là des éléments qui sont ressentis avec énormément de souffrance. Et je pense que vous connaissez ce travail, d'ailleurs, qu'a fait récemment ATD Quart Monde sur la maltraitance institutionnelle. L'objet n'est pas, à travers ce travail sur la maltraitance institutionnelle ou mon propos, de mettre en cause les institutions, les travailleurs sociaux, les responsables de services. On y reviendra. Mais de regarder ce que ça signifie pour les personnes. De ne jamais oublier de ce que nous faisons et de ce que ça produit pour le quotidien de tout un chacun. Ne pas avoir ses rendez-vous, ne pas avoir accès à son dossier, ne pas avoir la réponse et se trouver encore plus en situation de précarité parce que justement vous n'avez pas ce rendez-vous, vous n'avez pas la réponse. C'est ce que nous observons de façon très exponentielle sur les difficultés d'accès aux préfectures pour les personnes qui attendent des titres de séjour. Au point que, moi je me demande, c'est une hypothèse, si ce n'est pas complètement volontaire, je vous le dis, d'où ma colère. Au fond, pouvoir maîtriser les choses comme on ne les maîtrise pas, parce que l'humanité ne maîtrise pas les flux migratoires. Bien sûr que non. Et puis, la volonté de tendre la main, qui est profonde en chacun de nous, fait que dans n'importe quelle institution, des acteurs se débrouillent pour que ça rentre dans les cases. Alors, évidemment, quand on est très en haut, dans un ministère ou je ne sais quoi, on essaye quand même de se fixer des objectifs et de border. Et à un moment, on a trouvé ce moyen-là. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup et sur lequel nous sommes nombreux
de plus en plus à travailler, qui nous semble essentiel. Autre souffrance, être radié d'un certain nombre d'aides parce qu'il manque un papier, parce qu'on n'a pas su apporter le bon papier, parce qu'on n'a pas vu le mail, parce qu'on ne sait pas répondre au mail. Aujourd'hui, il y a des expérimentations sur le conditionnement de l'obtention du RSA. Vous savez, les premiers retours que nous avons nous montrent que ça marche très bien, du point de vue institutionnel, d'un point de vue macro, de dire, ah bah oui, le fait d'avoir fait la chasse à je ne sais quoi, d'avoir un peu serré les boulons, bah, il y a moins de bénéficiaires du RSA dans les départements qui ont fait le test. Mais à quel prix? Au point que nous avons des témoignages qui nous remontent, je dis nous, c'est le secteur associatif, qui nous remontent de gens qui disent je ne demanderai plus ces aides. Parce que je suis infantilisé, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on rentre dans ma vie, parce qu'on m'accuse d'être un profiteur de je ne sais quoi, parce que ceci, parce que cela. Et ça, je me bats, moi, même dans les médias, quand j'ai des témoignages de personnes qui disent « Non, mais moi, je ne veux pas être aidé. » Je dis « Attendez, le service public, la protection sociale, c'est nous qui la construisons, c'est nos moyens, c'est des parties du salaire, c'est pour que les situations ne dégringolent pas plus. Nous ne pouvons pas avoir honte d'être aidés. Et donc, il nous faut contrer ce discours. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Autre souffrance du côté des personnes, c'est faire partie d'une file d'attente dans la demande de logement social, qui atteint des niveaux jamais connus. On est à 1,9 million de demandeurs aujourd'hui. C'est de la folie, c'est exponentiel évidemment. Pour beaucoup, la seule solution, c'est le logement social. Mais ça peut être de ménages reconnus prioritaires au titre du droit au logement opposable, sur l'accès à l'hébergement, qui laisse entendre qu'il y aurait plus prioritaire que vous. Quand on rentre dans le fond de ce que ça signifie pour les personnes, ça veut dire que je suis dans une situation très très dure, très difficile, je vis quelque chose de dur. Ah mais oui, il est pire que moi. C'est une violence, parce que en fait, ça peut aussi occasionner des phénomènes d'émission, d'abandon de la demande de soutien, et puis surtout, ça n'apporte pas de solution. Vous connaissez ça par cœur, j'ai entendu quelqu'un était du SIAO, la dégradation que nous avons connue en quelques années, des contraintes qui pèsent sur ceux qui appellent le 115 tous les soirs sont hallucinantes. Il y a des territoires où on dit on ne prend plus les femmes seules avec enfants de plus de 7 ans. On ne prend que les femmes seules avec enfants de moins de 7 ans. Il y a des territoires où on ne va pas prendre une femme, quand je dis prendre, c'est apporter une solution d'hébergement le soir venu de quelqu'un qui appelle le 115, sachant que beaucoup ne l'appellent plus, mais qui appelle et à qui on va dire vous êtes enceinte que de 4 mois. Il y a des endroits, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, tous les témoignages qu'on peut recueillir, y compris, et je travaille souvent avec le SAMU social, de la part des accueillis, de ce que ça renvoie pour les personnes, c'est que vous êtes à la rue, il pleut, il fait froid, vous êtes avec vos 2 mômes et on vous dit « Ah ouais, mais vos mômes, ils sont trop grands, à 8 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans. » Quelle souffrance. Du côté des personnes encore, ne pas avoir la parole, ne pas être entendu, ne pas avoir voix au chapitre. C'est fou parce que on parle là d'accès à un logement, d'un hébergement, même un hébergement, de pouvoir se soigner dans de bonnes conditions, de s'alimenter dans de bonnes conditions. Et malgré tout, dans les témoignages de toutes les personnes en difficulté, cette dimension-là revient. Je n'existe pas. On ne m'entend pas. Ma parole ne compte pas. Et moi, les témoignages que j'ai reçus le plus de personnes à la rue, c'est « je deviens invisible ». On m'enjambe. Je n'existe pas dans la rue. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette notion, sans être ni aumônier ni philosophe, mais au fond, on n'existe que avec les autres et à travers le regard des autres. Et s'il n'y a plus de regard des autres, s'il n'y a plus les autres, qu'est-ce que je deviens? Et de ce fait-là, c'est producteur de très fortes violences. Maintenant, quelle violence du côté des acteurs? Ne pas pouvoir apporter de réponses satisfaisantes à des personnes qui sont dans la détresse, c'est une violence que j'ai vue très fortement évoluer depuis plus de 20 ans. Quand on est travailleur social, quand on est bénévole du Secours catholique, j'évoquais tout à l'heure à Rouen, quand on fait ce que vous faites, on fait ça pour aider les gens.
On ne fait pas ça pour leur dire il y a plus grave. Vous êtes 150e sur la file d'attente. La capacité à garder la foi, au sens humain, en ce que l'on fait, elle est difficile quand il s'agit d'expliquer aux gens que non, je comprends votre difficulté, je comprends votre douleur, mais je n'ai pas la réponse en face à vous apporter. Et on la vit aussi, on l'aperçoit aussi du côté des citoyens, pas forcément travailleurs sociaux, acteurs sociaux, qui témoignent, en tout cas nous dans les travaux qu'on mène et dans les échanges que l'on a, un sentiment d'impuissance. On y reviendra, mais je crois que personne ne se contente de voir augmenter le nombre de personnes sans domicile comme on le connaît aujourd'hui. Il a doublé en 10 ans ce nombre de personnes sans domicile. Doublé. Ce n'est pas un statu quo à un moment entre il y a toujours eu des pauvres, des riches, des sans-abri et des bien logés. Non, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Et je crois qu'une partie de la population, une large partie de la population, ne se satisfait pas de ça. Et l'impuissance, on le voit bien, nous, à la Fondation, parce qu'on a beaucoup de témoignages, beaucoup de donateurs, beaucoup de gens qui nous soutiennent. Il y a ça derrière aussi, c'est de dire, faites tout votre possible. Et moi, y compris des personnes très modestes qui ont des petites ressources, qui nous donnent, par exemple, et nous disant, mais moi, je ne peux pas continuer à avoir ça, je veux contribuer. Alors, ils peuvent le faire à l'échelle d'une solidarité locale, en tant que bénévole, mais ils peuvent le faire aussi par le don. Donc, du côté du travail social, de l'action sociale en général, du côté des citoyens, et puis aussi une remise en cause qui peut porter une forme de violence vis-à-vis de la fragilisation des institutions aussi, et peut-être même de la démocratie. Ne pas respecter, ne pas être en mesure de respecter les lois de la République qui sont censées protéger les personnes en souffrance qui n'ont rien, les plus démunis, c'est une remise en cause républicaine. C'est une remise en cause démocratique, parce que nous ne mettons pas en œuvre ce que nous avons décidé collectivement de faire. Ce n'est pas du tout un petit sujet. Et on y viendra, parce que c'est un des axes, me semble-t-il, qui peut conduire à travailler ensemble dans le plaidoyer collectivement. Maintenant, je voulais peut-être regarder ce qui s'est passé. J'ai déjà commencé à l'égrener, mais depuis une quinzaine d'années, à travers les rapports de la Fondation, c'est ce qui m'était demandé sur ce registre. Voir comment les choses ont évolué et comment elles peuvent contribuer à susciter de la souffrance. Je ne sais pas si elles produiront de la violence, mais de la souffrance. Une évolution majeure, à travers les rapports de la Fondation, c'est avant, j'avais un boulot, j'avais un logement. Aujourd'hui, avoir un boulot ne protège pas ni de la pauvreté, vous connaissez le phénomène des travailleurs pauvres, ni du mal logement. Vous pouvez avoir un travail, même un CDI, même depuis 10 ans, et ne pas trouver de bonnes conditions de logement. De bonnes conditions de logement en termes de qualité de logement, avec des risques sur la santé, en termes de taille de logement. Par exemple, le surpeuplement dans le logement a fortement augmenté ces dernières années, alors qu'il avait diminué pendant 30 ans. Parce qu'on avait progressé tous, et le nombre de mètres carrés par ménage avait évolué. Les choses qu'on a vu aussi évoluer très fortement avec l'élargissement des victimes de la crise, c'est le sentiment des personnes qui ont le sentiment de ne pas pouvoir offrir des conditions dignes à leurs enfants. Quand je reprends les témoignages que je reçois depuis 20 ans, j'ai vu émerger très fortement ces 10 dernières années ce phénomène-là, de parents qui ont honte des conditions de vie qu'ils offrent à leurs enfants, dans les bidonvilles, dans l'habitat indigne, dans un logement trop petit, dans un logement trop loin, etc., etc. L'autre évolution, puisque c'était ça qui m'était demandé, difficulté à se projeter, décohabiter de chez ses parents, la mobilité professionnelle, avoir un premier enfant, agrandir la famille, au point que les travaux d'aujourd'hui, très récents, commencent à évoquer l'impact de ces difficultés de logement sur les choix, d'avoir un enfant ou pas, d'en avoir 2 ou pas, d'en avoir 3 ou pas, et un des éléments qui contribue à la baisse de la natalité dans notre pays. Autre point, et qui va aussi, je pense, c'est la concurrence des publics. Je l'évoquais tout à l'heure un petit peu. Au fond, dans les années 80, on se disait, il y a des gens qui s'en sortent pas, on va les soutenir.
Aujourd'hui, il y a de la concurrence, je l'ai dit en prenant l'exemple à Lyon des logements, mais c'est vrai dans d'autres domaines. Nous, on appelle ça la lutte des places pour trouver un job, un stage, un logement, un hébergement, on l'a déjà évoqué. Et ça nous met en position de concurrence avec les autres. C'est-à-dire vous êtes en difficulté, donc j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure, mais vous devez aussi vous distinguer par rapport aux autres. C'est quelque chose qui est très difficile à intégrer dans l'histoire individuelle et à savoir comment on le gère. L'autre point majeur, c'est le sentiment de deux poids, deux mesures. Face au creusement des inégalités, le sentiment d'injustice, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce sentiment de deux poids, deux mesures, il vient bousculer la dimension collective de la société. On le sent un petit peu sur le consentement à l'impôt, hein, quand on voit on entend le débat qu'il y a eu par exemple au dernier projet de loi de finances, de voir que les ultra-riches finalement payaient 0 € d'impôt, ce qui a été dévoilé, une petite minorité, hein, c'est très peu de gens, mais quand même, par principe, ça pose un problème. Et donc, on voit là émerger un élément qui vient fragiliser la cohésion de la société entre ceux qui s'en sortent, ceux qui ne s'en sortent pas, et un sentiment d'injustice qui, de mon point de vue, suscite aujourd'hui beaucoup de violence, plus qu'on l'imagine, et beaucoup de colère aussi. Alors, ce n'est pas forcément que les publics en grande exclusion, mais il y a des glissements qui s'opèrent, et à mon avis, c'est un sujet de société qu'on va devoir prendre en main dans les prochaines années. J'en viens maintenant on m'avait posé la question des leviers existants et des raisons de continuer, d'espérer et comment résister. Dans les leviers existants, pour desserrer les verrous institutionnels, c'est ce qu'on s'était posé comme question, je pense qu'il faut continuer à expliquer sans relâche ce qui produit de l'exclusion aujourd'hui. Sans relâche, sans relâche, sans relâche. Le pire serait que ça ne soit pas su. Le pire serait que le diagnostic ne soit pas bien posé. Et c'est ce qui est un petit peu en train de se passer depuis 2-3 ans, du fait de l'instabilité politique. On voit, par exemple, dans nos domaines, moi j'ai des contacts avec 25 ministres depuis que je suis à la Fondation, on se connaît bien, on a des échanges. On voit bien qu'on commence, face à l'échec, à déplacer le problème, à agiter l'opinion avec des choses qui n'ont aucun intérêt et surtout aucune perspective pour tous les gens dont on est en train de parler. Donc il faut continuer à expliquer qu'est-ce qui se passe dans le secteur de l'hébergement. Pourquoi le secteur de l'hébergement aujourd'hui est engorgé? Parce que les gouvernements nous disent successivement, à droite comme à gauche, on est à plus de 3 milliards d'euros de dépenses sur ce budget lié à l'urgence sociale, à l'hébergement, à la veille sociale, etc. C'est vrai, c'est plus de 3 milliards. Oui, mais, messieurs, dames, pas vous, ceux qui... ce secteur de l'hébergement, c'est le dernier filet de sécurité. Et donc, il pallie, ou il est invité à pallier, des défaillances de plein d'autres domaines. Ça, il faut continuer à l'expliquer. Des gens qui sortent de prison sans solution. Des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfant qu'on a protégé pendant des années et qui sortent sans solution de logement. Des personnes qui sont expulsées parce qu'on a de leur logement sans solution, parce qu'on a moins de politique préventive aujourd'hui qu'on en avait encore il y a 2 ans d'ailleurs, et même il y a 10 ans, et même il y a 15 ans. Parce qu'on a fermé des hôpitaux psychiatriques dans les années 70, ce qui était une bonne chose, mais on n'a pas assez accompagné les personnes avec leurs problématiques psychiques. Et qu'aujourd'hui, ce secteur-là, tout lui revient. Donc c'est la vraie analyse, la bonne analyse, c'est de travailler sur tous ces leviers. Et en plus, je vous ai parlé que d'institutions là. Prison, ASE, expulsion, parce qu'il y a une décision publique à un moment d'expulser, etc. Et donc on sait où sont les points de rupture. Et on sait qu'on peut aider les gens dans ce moment-là. On peut les accompagner pour éviter de basculer, pour éviter la dégringolade. Se dire aussi que si ce secteur de l'hébergement il est sous tension, c'est parce que beaucoup de gens qui y sont n'ont plus rien à y faire non plus. Ils pourraient accéder au logement. Ils ont une demande de logement social en bonne et due forme, ils ont une reconnaissance de priorité d'allo, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont les moyens, tout va bien, ils ont un boulot, mais ils ne trouvent pas, parce qu'il n'y a pas chaussures à leurs pieds, parce qu'on a réduit considérablement la production de logements sociaux dans notre pays, et que ça se tend, et les gens y restent, on en a parlé. Donc il faut continuer à expliquer. Parce qu'autrement, on ne traitera pas les sujets. On ne les traitera pas là où ils
doivent être traités. Quand les deux ministres successifs, Kasbarian et M. Kasbarian et aujourd'hui M. Jeanbrun, disent le problème c'est des squatteurs qu'il faut expulser plus vite, c'est faux. Et une autre ministre, sous le même président de la République, avait justement eu l'intelligence de mener une petite enquête parce que le débat montait dans l'opinion publique et je suis aperçu que c'était une centaine de personnes et qu'on avait tous les outils juridiques pour expulser quelqu'un en moins de 48 heures s'il vient squatter un logement qui appartient à quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça, vous voyez bien. Donc on passe à côté du sujet, mais ça use beaucoup d'encre, ça use beaucoup d'énergie, nous-mêmes, pour expliquer que c'est faux. On se fait renvoyer dans nos cordes en disant « mais vous pouvez pas, non, on peut pas, mais on veut vous dire que le problème, il est ailleurs ». Il faut continuer, à partir de la vie des gens, l'évaluation des politiques publiques, à montrer ce qui se passe pour que nous soyons, quand la tension sera plus grande à nos sujets sociaux, les bonnes solutions soient apportées. Je pense aussi, dans les leviers, qu'il ne faut absolument pas lâcher les fondamentaux. Les fondamentaux qu'on a construits depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui ne se sont pas construits par hasard. L'accueil inconditionnel des publics, la continuité de l'accueil. Vous connaissez très bien ces sujets, il ne faut pas les lâcher. À partir du moment où on les lâche, on est foutu. Comme on lâche rien sur le racisme, comme on lâche rien sur les violences sexuelles, on lâche rien sur les fondamentaux de la dignité humaine. Et elles se sont construites, ces lois, autour de la dignité humaine. Je vais prendre un autre exemple, dans le droit au logement. En 2001, on a obtenu qu'un logement de moins de 9 mètres carrés, ce n'est pas un logement. Donc vous n'avez pas le droit de le louer. À l'époque, c'était la bataille. Mais vous êtes fous, vous allez faire sortir des centaines de milliers de logements, vous allez les mettre à la rue. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les propriétaires ont un peu agrandi, ils ont fait rejoindre 2 chambres de bonne, ils sont débrouillés. Et puis des logements sont sortis pour certains. Mais nous, on accompagne des personnes qui vivent dans 3 mètres carrés, 4 mètres carrés. Hein, donc on voit ce que ça produit au quotidien. C'est une violence inouïe. Il ne faut pas lâcher ces fondamentaux. Et puis, il faut se battre contre les idées qui, finalement, inverseraient la logique républicaine. Je pense au premier coup de butoir qu'il y a eu sur la remise en cause du droit pour tous, par exemple au logement, ou à l'accès aux prestations sociales, et des premières logiques de préférence nationale. Dans les APL, aujourd'hui, a été décidé l'année dernière dans le projet de loi de finances que les étrangers extracommunautaires, donc non européens, non boursiers, qui sont la grande majorité parce que les accès à la bourse pour ces publics-là sont très difficiles, n'auront plus droit à l'APL. C'est une catastrophe. Mais c'est un premier coup de butoir. Je ne m'attarde pas plus que ça, mais sur une logique de préférence nationale. Dans le rapport de cette année, si ça vous intéresse, on a essayé de mesurer ce que ça voulait dire la préférence nationale dans l'accès au logement social, dans toute une série de mesures que nous accompagnons, que nous mettons en œuvre pour lutter contre le mal logement. Ce serait une catastrophe, en particulier pour les plus fragiles et en particulier pour les plus mal logés. C'est une évidence. Sur les gens du voyage, sur les habitants de bidonville, vous parliez de Calais, tu parlais de Calais tout à l'heure, sur les exilés, sur les demandeurs d'asile, sur les plus fragiles dans leur ensemble. Et là, ce serait délétère, je vous le dis. On connaît aussi, on évalue ce qui se passe dans d'autres pays avec des lois similaires, donc il faut absolument se battre contre ces logiques. Il faut se battre aussi, et ça c'est un autre levier, me semble-t-il, et on va commencer aussi sur les raisons de continuer d'espérer. Un des leviers, c'est le local. Face à un débat public qui est d'une telle pauvreté, qui est tellement polarisé. Moi, il y a des endroits où j'ai même plus envie d'y aller dans les émissions de télé, je vous le dis, les radios. Parce que je sais ce que ça va être. Alors on me dit, ouais, mais si tu vas pas, donc j'y vais. Mais je sais ce qui va se passer. Donc on va pouvoir glisser 2-3 messages, mais il y a des pièges. Alors il y a des endroits où on ne va pas du tout, c'est par principe, mais des espaces médiatiques. Mais il faut des espaces de ressourcement. Il nous faut des espaces de ressourcement. Et alors, il y a quelque chose de formidable, c'est qu'il y a un écart considérable entre ce débat public d'une pauvreté absolue et qui s'appauvrit au fil des mois et des années, depuis quelques années, et la réalité locale. Même dans nos domaines, l'action locale, dans le domaine du logement, de la lutte contre le mal logement, de l'hébergement. Il y a plein d'initiatives qui sont formidables, qui marchent super bien, tout simplement parce que vous avez des élus locaux qui sont confrontés à ces difficultés avec leurs administrés. Et puis parce que vous avez des associations, et puis parce que vous avez des bénévoles, et puis parce que vous avez des citoyens qui sont preneurs. Sauf que c'est difficile de rendre visible tout ça, mais il faut le faire.
On l'a fait avec le pacte du pouvoir de vivre, si on commence à parler un peu des alliances, par exemple pour les municipales, en allant repérer tout ce qui marchait bien, pour l'accès aux biens de première nécessité. Je sais pas, je prends un exemple, mais l'accès à l'eau devient un enjeu fort dans notre pays, mais pas seulement. Et il y a des villes où les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits, parce qu'ils correspondent aux besoins de première nécessité. Donc ils sont gratuits. Et après, plus vous consommez, plus les mètres cubes sont coûteux. Et ils viennent équilibrer l'opération, globalement. Parce que c'est des mètres cubes qui vont servir à une piscine, laver 12 fois sa bagnole par jour, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà, on a des outils de régulation. L'encadrement des loyers qu'on porte depuis 10 ans, dans les villes où il est mis en application, ça commence à faire baisser les loyers. Et ça, c'est les villes qui s'en saisissent parce qu'ils ont la faculté, avec une expérimentation qui a été permise il y a quelques années, et 70 communes aujourd'hui l'exercent. Mais certaines villes, sur les bidonvilles, on mène une opération avec la ville de Montpellier depuis 4 ans qui s'appelle Zéro bidonville. On n'y est pas encore au zéro, mais c'est l'ambition, pour de vrai. Et on a réussi à associer la préfecture, la mairie, les assos, les machins, etc. Et donc, là, il y a un levier. Et d'ailleurs, je pense que quand on a présenté par exemple toutes les propositions du pacte du pouvoir de vivre, moi j'ai fait une matinale de France Inter pour les présenter, on a eu plein d'échos. Les gens se disent enfin du positif, enfin des outils qui marchent. Et puis j'ai des maires qui m'ont appelé, il y en a qui m'ont dit ah mais nous on fait déjà tout ça, je dis très bien. Et puis d'autres qui m'ont dit mais ça m'a vachement inspiré. Donc il y a là à combler ce fossé qu'il y a, ou cet écart grandissant, cette polarisation entre un débat pauvre au niveau national et plein de choses qui se passent au niveau local. Ça permet aussi de montrer des alternatives, ça permet de montrer que la solidarité n'est pas morte, qu'elle est même témoigne d'une forte ambition dans pas mal de domaines. Rendre visible aussi toutes les solidarités qui s'exercent au quotidien. Le don, le bénévolat, les coups de main des voisins. La période Covid a été formidable pour ça. Nous, on finance les associations, je vous parlais de 500 associations, mais là on a financé plein de collectifs citoyens. Alors certains ont continué, d'autres se sont arrêtés après le Covid, c'est la vie. Les gens ont repris leur boulot. Mais c'était incroyable, les solidarités qu'il y avait. Donc la solidarité, elle est bien là. L'envie de solidarité, la soif de solidarité, le coup de main, il y en a beaucoup. Mais qui parle de ça? Où est-ce qu'on entend ça? Où est-ce qu'on entend qu'il y a dans ce pays cette réalité-là? Mais cette réalité-là, elle fait du bien. Moi, chaque fois que je me balade, tout à l'heure je pars à Lyon, je vais voir des actions avec les accueils de jour pour les personnes sans domicile, je vois plein de gens formidables, enfin, je veux dire. Et donc je pense qu'il y a un travail aussi, on a peut-être une responsabilité collective de communication sur la protection sociale et son efficacité d'un côté, mais aussi sur les solidarités qui existent et qui s'expriment très fortement dans notre pays. Maintenant, les raisons de continuer d'espérer pour conclure. Je suis encore dans le temps, pas du tout. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Je suis tellement bavard qu'il faut que je me méfie de moi-même. Pareil, je l'ai fait en forme de tiret, parce que, voilà, pour gagner du temps. D'abord, la première raison de continuer, d'espérer, de résister, c'est tout ce qui est fait, est fait. Moi, tout le monde me dit, mais t'en as pas marre depuis 20 ans? Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, parce que toutes les personnes que l'on aide, je les vois. Je le sais. Mais chaque personne que l'on aide, mais c'est une force, mais qui est inouïe. Parce que précisément, si on n'était pas là, vous, nous, d'autres, ben cette personne, elle n'aurait peut-être pas été aidée, elle aurait peut-être été aidée par d'autres, mais peut-être pas. Donc c'est de là qu'on peut puiser notre force, malgré tout ce que je viens de dire. C'est une force inouïe que de pouvoir aider même une personne. En tout cas, moi, c'est la force qui me donne, enfin, c'est ce qui me donne de la force. D'où la nécessité de continuer à aller vers, de tendre la main, de relier, d'animer, d'écouter, d'essayer de comprendre, de proposer des perspectives. L'autre nécessité et raison de continuer, c'est qu'il faut absolument que nous fassions vivre nos idées de fraternité, de solidarité, d'égalité. Parce que les idées, elles font leur chemin. Et ceux qui sont contre ces idées-là font leur chemin. Alors, on ne va pas se cacher, ils ont plutôt le vent en poupe en ce moment, ceux qui sont contre ça. Mais ça tourne. Mais s'ils ont le vent en poupe, c'est que ça finit par infuser ces idées, pour plein de raisons. La domination d'un certain nombre de médias, mais pas seulement. Des mauvais discours qu'on a laissés passer. Et moi, je m'en veux, avec d'autres, d'avoir perdu la bataille sur l'assistanat.
C'est-à-dire que vous savez très bien que les gens qui sont dans la précarité, dans la pauvreté, se battent comme des fous, s'ils en ont encore la force. Il y en a qui n'ont plus la force, mais pour trouver une solution, un boulot, etc. etc. Alors après, l'épuisement peut guetter quand c'est trop dur. Mais je prends un exemple d'un président de la République qui avait dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du boulot. Mon propos, ce n'est pas le président de la République. Mon propos, c'est de qui il parlait. Il parlait en fait d'une personne qui ne pouvait pas chercher du boulot parce qu'il s'occupait de sa maman qui était totalement dépendante. Et il n'avait pas les moyens de pouvoir lui proposer d'aller dans un EHPAD. Ah ouais. Mais c'est sûr, quand on a vécu dans une cuillère d'argent, c'est pas le président que je m'en fous, c'est d'autres, c'est des choses qu'on ne mesure pas, ce que ça veut dire, de devoir s'occuper d'un proche et d'être le seul à pouvoir s'en occuper, alors qu'on n'a pas les ressources pour aller solliciter une aide extérieure. Donc il faut les faire vivre, ces idées, pour ne pas laisser l'espace trop libre à ceux qui s'y opposent. C'est fondamental. Même si on a le sentiment d'avoir perdu à un moment la bataille, ou que la bataille est moins bien gagnée, ou... Encore une fois, les idées, elles tournent, parfois on descend bas, parfois ça remonte plus vite qu'on imagine. Mais c'est fondamental. Il faut continuer aussi parce qu'il faut alimenter l'analyse. Le monde va très vite aujourd'hui. Donc tous les signaux faibles que l'on entend, que vous voyez, sur les évolutions qui peuvent produire de l'exclusion ou des solutions positives, elles méritent d'être consolidées et mises sur la place publique, ou au moins des pouvoirs publics locaux et nationaux, parce qu'on n'agit bien que sur ce que l'on connaît bien. Et il y a des choses qui vont vraiment très vite aujourd'hui, par rapport à l'évolution d'un certain nombre de coûts de biens de première nécessité, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, ou de lois qui ont, par exemple, produit des effets de dérive considérables. Aujourd'hui, la loi dite Kasbarian-Berger sur les expulsions de 2023, c'est une catastrophe. Nous, c'est un sujet qu'on connaît par cœur. On a des permanences partout d'accès au droit, expulsion, une permanence téléphonique de conseil. On avait les contacts avec les préfectures de Paris pour que, quand on voyait une personne très âgée, vous ne pouvez pas l'expulser, ou une famille avec des enfants, mais les enfants, ils vont aller où à l'école? Donc la préfecture de Paris calmait le jeu, là, c'est dégage. Donc ça nous inquiète, mais on va se battre, mais on le montre. Et ça commence à déranger un petit peu, parce que le but, c'était pas ça. Dans le schéma politique qui était prononcé, c'était de dire on va lutter contre les squatteurs. Mais quand c'est une dame de 85 ans, qui en plus a du mal à se déplacer, qui est dégagée de son logement, ça fait mal. Et quand on revient sur les raisons qui conduisent à de telles décisions, ça fait mal quand même. Donc il faut le faire, il faut le dire, il faut le faire savoir, il faut consolider. Personnellement, et je terminerai là-dessus, je disais, nos idées, enfin les idées que je viens d'exposer, vous avez chacun vos idées, mais pas forcément le vent en poupe aujourd'hui, elles sont plus difficiles à faire valoir, elles sont menacées à certains égards. Je crois quand même que nous sommes beaucoup à ne pas être d'accord avec le chemin que prend un certain nombre de débats dans le pays de société. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que le débat national n'est pas le reflet de ce que la population vit, pense, notamment par exemple sur la protection sociale. C'est difficile de dire à quel point c'est soutenu ou pas, cette protection sociale, cette main tendue. Mais on peut quand même, avec tous les travaux qu'on analyse, les bouquins qui sont écrits sur ces sujets, se dire qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme nous, et qu'il faut les agréger, ces personnes-là, et trouver un moment, une voie, par le vote, évidemment, puisque dans une démocratie, qui puisse reporter un discours comme celui-là. Mais plus fondamentalement, je pense que de toute façon, à la fin, on gagne. Parce que ces idées, c'est les idées universalistes. C'est les idées qui se sont construites grâce à un héritage humaniste, religieux, accumulé, sédimenté par les observations, par les réalités. Et c'est le seul, finalement, qui permet d'apaiser un moment. Alors, on bousille tout, évidemment, mais de mon point de vue, ces valeurs-là, c'est les valeurs fondamentales qui sont essentielles, qui sont constitutives même de ce qu'on pourrait appeler une partie de notre humanité. Et donc, elles gagneront à un moment, ou elles continueront à avoir le vent en poupe. La question, moi, qui se pose, et c'est pour ça que je pense qu'il faut mener le combat, je le dis comme ça, sans relâche, c'est qu'il faut réduire le temps où ces idées peuvent revenir à un niveau qui serait plus satisfaisant pour les personnes et pour l'apaisement de la société,
réduire ce temps-là le plus possible. Donc le plus on sera nombreux avec des alliances, avec le collectif des Associations Unies, avec le Pacte du pouvoir de vivre, avec d'autres, le collectif Alerte contre les exclusions, pour utiliser les leviers dont je viens de parler, et d'autres, il y en a beaucoup d'autres évidemment, et faire revenir cette question-là sur le devant de la scène. Quand je dis cette question-là, c'est revenir aux fondamentaux. Un logement, une alimentation saine et durable, une accessibilité à la santé, une bonne éducation, pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Et ça, c'est ce qui a construit notre pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on a de beaux héritages là-dessus, et il va falloir se lever tôt avant de démanteler tout ça, donc je pense qu'on a une belle bataille devant nous. En tout cas, moi j'y crois beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.